Deux. Voilà. Voilà. Donc, merci et bonjour à tout le monde. Merci Jean-Marc Lévy-Leblanc d'être avec nous aujourd'hui pour nous donner cette conférence qui a pour titre Art et ou science. C'est une interrogation et une question philosophique très, je pense, très, très importante. Je tiens à remercier tous les participants, tous ceux les auditeurs euh, qui nous ont rejoints aujourd'hui pour écouter Jean-Marc aujourd'hui. Et bien sûr, cette conférence, je vais juste présenter un peu le cadre. Le cadre, c'est des conférences ou les rencontres de la revue Al-Mukhatabat que j'ai commencé un peu à animer, à organiser à partir de décembre 2023 et qui continue. Donc j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Jean-Marc Lévy-Leblanc, qui est directeur d'une revue très connue, qui est à Liège, et qui est professeur émérite à l'Université de Nice. C'est vraiment un honneur pour nous et c'est un grand plaisir de l'écouter aujourd'hui. Donc, Jean-Marc, on vous donne 50 minutes, 1 heure pour parler. Ensuite, on aura le plaisir de discuter avec vous. Voilà. Parfait. Mais d'abord En une tout, heure 45 minutes. Merci. 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 Bon, d'abord, tous mes remerciements à Hamdi Mleka. C'est un plaisir d'être là avec vous tous. Et c'est lui qui m'a suggéré de vous parler de la façon dont je vois les rapports entre science et art. Alors, tout de suite, quelques précisions quand même. Mais alors maintenant, ça marche plus. Voilà. Alors, ma question, c'est quels sont les rapports que l'on peut évoquer entre la science et l'art, mais le sujet est tellement général et tellement vaste que, évidemment, je ne vais pas le traiter dans toute son ampleur. Je vais m'intéresser plus précisément du côté science aux sciences dites dures, plus précisément encore aux sciences physico-mathématiques, et du côté de l'art, plus précisément aux arts plastiques, et essentiellement peinture, peut-être sculpture. Il ne s'agira pas de musique, il ne s'agira pas de cinéma, il ne s'agira pas de théâtre. Et enfin, je me placerai délibérément aujourd'hui, c'est-à-dire les rapports entre la science d'aujourd'hui et l'art d'aujourd'hui. Désolé pour ces restrictions, mais elles sont absolument indispensables si je veux essayer en 45 minutes de vous parler du sujet. Alors, je vais commencer par vous dire comment, à mon avis, il ne faut pas voir les choses en développant la présentation de ce que j'appelle quelques faux contacts entre art et science et qui relèvent d'un certain nombre de poncifs, de clichés extrêmement répandus dont je vais essayer de me distancer. Premier point, y a-t-il de l'art dans la science? C'est quelque chose que on voit souvent écrit au motif que certains voudraient, disons, rompre l'isolement culturel de la science et pour ce faire, essayer d'expliquer que, mais elle a beaucoup plus de choses en commun avec l'art qu'on ne le croit d'habitude. Et pour illustrer cette thèse, il y a de l'art dans la science. On vous présente des choses de ce genre-là. Par exemple, une exposition qui s'appelle Art of Science, qui est en fait une compétition annuelle, un concours dans lequel les scientifiques sont invités à envoyer des images de leur travail de laboratoire dont ils considèrent qu'elles ont un contenu particulièrement artistique. Et alors, ça donne des choses de ce genre-là, des images dont vous voyez que effectivement elles sont effectivement séduisantes pour l'œil, pleines de couleurs. S'agit-il vraiment d'art? Il s'agit peut-être d'esthétique, si l'on trouve que ces images sont belles ou voire seulement jolies. Y voir de l'art me paraît très, très outrancier
dans la mesure où ce serait confondre justement, et toute la modernité s'est élevée contre cette idée, ça serait confondre l'idée d'art avec l'idée de beauté. Serait artistique ce qui serait beau, ce qui serait plaisant à l'œil, ce qui relèverait donc de l'esthétique. Je n'en crois rien et tout l'art moderne en particulier s'est largement développé contre cette idée-là. De fait, ce qui est tout à fait remarquable dans les quelques images que je vous montre, c'est que on se contente, au moins ceux qui les soumettent dans le contexte de ce concours, se contentent de leur apparence visuelle et que leur contenu réel, c'est-à-dire ce qu'elles montrent, ce à quoi elles se réfèrent, n'est absolument pas évoqué. Donc, vous êtes dans un face-à-face avec des images qui n'ont strictement rien à vous dire, rien à vous raconter, rien à évoquer d'autre que leur pure apparence visuelle. Autre chose qui relève, à mon avis, de la même idée, ce que j'appelle les étoiles plein la vue, c'est l'usage très abondant qui est fait dans beaucoup de circonstances aujourd'hui d'images astronomiques. Nous avons des instruments, des sondes spatiales, des télescopes qui prennent des images absolument remarquables de nombreux objets astronomiques. Là, vous avez une superbe image de la galaxie d'Andromède, M31, notre plus proche voisine. Là, vous avez une image qui est prise dans la nébuleuse d'Orion. Là, vous avez ce qu'on appelle, le mot d'ailleurs est tout à fait inadapté, une nébuleuse planétaire. Ça, c'en est une autre. Et vous vous retrouvez devant la même situation, c'est-à-dire à part peut-être la première où quiconque a un tout petit peu de culture scientifique dira oui, c'est une galaxie. Les autres, vous ne pouvez absolument pas savoir ce que c'est. Et l'un des reproches essentiels que je ferais à l'utilisation de ces images comme prétendant à être des images artistiques est que leur échelle ne soit jamais donnée. Vous ne savez absolument pas de quelle taille sont les objets qui sont ainsi montrés. Et donc, là encore, vous êtes totalement prisonnier de ces images colorées. J'ajoute au surplus que la plupart sont présentés en fausses couleurs, c'est-à-dire que la gamme des couleurs est artificielle et n'a pour but que de souligner les contrastes entre différentes plages de l'image. Et donc, il y a quelque chose qui relève véritablement du faux semblant dans ces images. Encore un ou deux exemples. Ça, c'était une exposition de l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, qui est un peu comme le premier exemple que je vous donnais, qui avait un ensemble de panneaux d'affichage qui reprenaient des images tirées de travaux de laboratoire et qui étaient exposées à tout venant dans un certain nombre d'endroits. Et vous voyez que si vous regardez les titres donnés par les concepteurs de l'exposition à ces images, on voit tout de suite l'ambiguïté, pour ne pas dire tout simplement la tromperie sous-jacente. Par exemple, la première image, appelez ça le chanteur de jazz, au prétexte qu'on a des images représentant ces ouvertures rouges qui pourraient faire penser à des bouches ouvertes et chantantes. De même, quand vous regardez, pardon, j'ai quand vous regardez la, l'image rouge qui est juste en dessous, intitulée Rose des sables, ou la suivante, Fête foraine, vous vous rendez compte qu'il s'agit véritablement d'en mettre plein la vue, quoi. C'est-à-dire d'utiliser ces images. Alors évidemment, dans ce cas-là, vous pourriez dire, oui, d'accord, vous voyez les quatre petites lignes qui sont au bas de ces affiches et que vous ne pouvez pas lire sur cet écran, elles ont au moins le mérite d'essayer d'expliquer ce dont il s'agit. Mais moi, j'ai assisté à des monstrations de cette exposition. Je peux vous garantir que la plupart des visiteurs s'extasiaient sur le côté esthétique des images sans se poser la question de savoir ce qu'elles représentaient et ce qu'elles voulaient dire. Celle qui est tout en bas à gauche, elle est intitulée Trou noir. Trou noir.
alors qu'il s'agit en fait d'images de bactéries avec des filaments d'ADN qui s'en échappent, rien à voir avec des images astronomiques. Donc on est véritablement proche de l'abus de confiance dans ce genre de présentation et que présenter ça au motif qu'il s'agirait de rapprocher l'art et la science me semble tout à fait suspect et relève d'un poncif qui est magnifiquement illustré par les princes de Monaco sur des photographies que j'ai prises sur la façade du musée océanographique où Albert Ier dit: J'ai voulu réunir dans un même éclat les deux forces directrices de la civilisation, l'art et la science. Et plus tard, quelques décennies plus tard, le prince Albert II renchérit: la rencontre entre art et science, source d'émotion et de raison. Comme aurait dit le grand physicien Niels Bohr à propos de toute autre chose, il disait, c'est même pas faux. C'est-à-dire qu'on est là devant des poncifs d'une telle banalité que cela n'apporte absolument rien, même pas faux, encore que les deux forces directrices de la civilisation, l'art et la science, on pourrait espérer que ce soit vrai quand on regarde le monde autour de nous aujourd'hui. Manifestement, il manque quelque chose comme l'économie, la politique, l'armée, etc., si l'on veut s'intéresser aux forces directrices véritables de la civilisation. Alors, je prends un exemple. Je suis toujours ici dans une tentative de sortir de poncifs trop connus. Je prends un exemple plus spécifique qui a lui aussi fait couler beaucoup d'encre. C'est le mythe, c'est bien un mythe, comme vous allez le voir, du nombre d'or. Alors, qu'est-ce que c'est que le nombre d'or? Petit rappel pour ceux qui l'auraient oublié. Prenez un rectangle dont vous fixez le petit côté comme unité et vous appelez X la longueur du grand côté et vous cherchez la valeur de X telle que si vous découpez dans votre rectangle un carré de longueur 1, le rectangle qui vous reste sur la gauche ait les mêmes proportions que le rectangle dont vous êtes parti. Évidemment, vous pouvez itérer cette construction, recouper votre petit rectangle avec un carré et il vous restera un rectangle toujours là. Alors, il existe effectivement une valeur de x et une seule, qui est solution d'une équation du second degré facile à écrire, c'est des mathématiques de terminale, disons, et cette valeur, elle vaut 1 demi de 1 plus racine de 5. 1,618, c'est un nombre irrationnel, donc il y a une infinité de décimales. Alors ce nombre et cette proportion, donc ce rectangle qui a cette proportion, a fait couler beaucoup d'encre. On a cru pouvoir percevoir son existence depuis les pyramides jusqu'au Parthénon, dans la peinture, depuis Vinci jusqu'à Seurat, et même un de mes amis qui voulait démolir ce mythe avait montré qu'on le trouvait dans la guérite en bois du garde qui est de faction à l'Élysée. Et alors, pour ça, il suffit de faire des constructions simples. Par exemple, prenez le Panthéon. Ça, c'est une chose que vous trouvez sur Internet et qui est censée illustrer la prégnance du nombre d'or. Vous inscrivez la silhouette du Parthénon dans un rectangle et puis vous tracez les carrés, les rectangles, etc., qui délimitent. Vous voyez que cette construction est largement arbitraire parce que le rectangle de départ, d'abord, il est susceptible de pas mal de variations suivant la hauteur que vous lui donnez. La largeur, vous voyez qu'il y a des corniches qui dépassent. La barre médiane verticale, elle ne correspond à rien de spécifique dans la structure du Parthénon, et pourtant ceci est censé illustrer le fait que le Parthénon est construit à l'aide du nombre d'or. Vous trouvez aussi une peinture de Seurat qui est découpée prétendument suivant le même principe, et si vous regardez de près, vous avez toujours le même arbitraire. Et une des illustrations les plus drôles que je trouve, alors attendez, je reviens sur Seurat une seconde, la chose est intéressante parce que si vous regardez de près ce fameux nombre d'or, ce 1,618, vous voyez qu'il est compris entre 1,6
qui correspond à la simple fraction 8 cinquièmes, et 1,66 qui correspond à une non moins simple fraction qui est 5 tiers. Or, à l'œil, si je vous montrais des rectangles ayant ces proportions 8 cinquièmes, 5 tiers et le nombre d'or, vous êtes incapable de faire la différence spontanément. Ce qui veut dire que la valeur exacte, ce 1,118 et plein de décimales, n'a véritablement aucune pertinence. Et de fait, quand on étudie de près la façon dont Seurat travaille, on s'aperçoit qu'il structure effectivement sa toile en utilisant des découpes fractionnaires, mais que ces découpes correspondent beaucoup plus spécifiquement, on le voit sur les marques qu'il laisse au crayon sur sa toile, à des découpages en termes de 5 tiers ou d'ailleurs de 8 cinquièmes, et que le nombre d'or est totalement absent de sa démarche. Une des prétendues illustrations de la pertinence du nombre d'or, cette photographie où là on atteint des sommets de bêtises. Est-ce que vous reconnaissez la scène dont il s'agit? Oui, moi, personnellement, oui. C'est l'assassinat en direct, je crois. C'était en direct Absolument, du absolument, présupposé assassin de Kennedy. exactement. Par un dénommé, je crois qu'il s'appelait Jack Rabinovich, quelque chose de ce genre-là. Oui. Et donc, il assassine Lee Harvey Oswald, qui jusqu'à présent reste l'assassin présumé, comme tu dis très bien, présumé de Kennedy. Et comme preuve des complots sous-jacents, quelqu'un dessine, vous voyez, un rectangle à proportion de nombre d'or. Utile de vous dire qu'il y a là un arbitraire absolument total et qu'on bascule dans le ridicule le plus grand. Alors, j'ai été jusque-là pour vous montrer à quel point cette volonté à tout prix, sur ce cas très particulier du nombre d'or, un faux ami, comme je l'appelle, peut mener. La Joconde, évidemment, a été largement victime de ce genre de traitement et de 3 ou 4 ou 12 façons totalement différentes. Vous voyez, plusieurs constructions qui sont totalement différentes les unes des autres, ce qui suffit à les invalider. Bon, alors, plus généralement, je continue encore un peu avec ma tentative pour nous débarrasser de visions beaucoup trop simplistes. La question qui est posée en termes plus généraux et plus intéressants quand même, c'est celle de la beauté de la science. La science est-elle belle? Peut-on affirmer qu'elle est belle, ce qui, suivant certains, permettrait de la rapprocher de l'art? J'ai déjà dit, je reviendrai, que l'art contemporain, en tout cas, n'est pas fondé sur un idéal de beauté, mais sur des considérations tout autres. Toujours est-il que classiquement, l'art classique, l'art antique, l'art classique se revendique d'un critère de beauté. Et donc, certains, et non des moindres d'ailleurs, comme vous allez voir, ont revendiqué pour la science sa capacité à rendre compte de ce même idéal de beauté. Par exemple, Louis de Broglie, grand physicien de la première moitié du XXe siècle, écrit une doctrine qui parvient à réaliser une vaste synthèse, produit sur le théoricien une impression de beauté et l'incite à croire qu'elle renferme une grande part de vérité. La vérité serait d'une certaine façon, sinon démontrée, du moins indicée par cette impression de beauté. Hermann Weyl, immense mathématicien du XXe siècle, qui écrit: Dans mon travail, j'ai toujours tenté d'unir le vrai et le beau, et quand il m'a fallu choisir entre l'un et l'autre, alors là, écoutez, c'est quand même extraordinaire, quand il m'a fallu choisir entre le vrai et le beau, j'ai plus souvent choisi le beau. C'est quand même incroyable d'entendre un mathématicien vous dire je préfère le beau au vrai. C'est évidemment tout à fait
erroné quand on regarde ce qu'a fait véritablement Hermann Weyl. Hermann Weyl a véritablement choisi le vrai, mais il l'a fait, et ça c'est sa conception personnelle, propre, il l'a fait à partir de critères esthétiques qui étaient les siens. Et il pensait être sur la piste du vrai en cherchant le beau. Alors la meilleure réponse que je connais à ce genre euh, de fiction, parce que ce sont des fictions, elle a été fournie par un biologiste, et non des moindres, qui est Thomas Huxley, qui dit: la grande tragédie de la science, c'est l'assassinat de splendides théories par de misérables faits. Et effectivement, quand vous regardez l'histoire des sciences, vous vous apercevez que nombre de magnifiques théories, mais provisoires, comme toute théorie scientifique, ont été réduites à néant par la mise en évidence de misérables faits, ce qui montre bien que le caractère splendide des théories ne suffit évidemment pas à assurer leur validité. Plus spécifiquement encore, certains ont été jusqu'à affirmer non pas la beauté des théories en général, de la science globalement, mais spécifiquement, et là nous rentrons dans le domaine spécifique des physiciens et des mathématiciens, la beauté des équations. Les équations seraient belles. Le chercheur, citation, dans son effort pour exprimer les lois fondamentales de la nature en langage mathématique, cherche en priorité à obtenir la beauté mathématique. Il arrive souvent que les exigences requises par la simplicité et la beauté soient les mêmes, mais quand elles sont en désaccord, c'est la dernière, la beauté, qui doit être prioritaire. Il est plus important d'avoir de belles équations que de leur demander d'être en accord avec l'expérience. Il semble que si l'on travaille pour accéder à cette beauté, on soit sur une ligne de progrès assurée. Qui affirme ceci? Paul-Adrien-Marie Dirac, un des très grands physiciens fondateurs de la théorie quantique dans la première moitié du XXe siècle. Et là encore, quand on regarde explicitement le travail de Dirac, on s'aperçoit qu'il s'agit de son interprétation subjective de son propre travail et que ces critères de beauté lui sont, sinon personnels, du moins assez particuliers. Alors, ça a été repris par certains artistes, par exemple Bernard Venet, artiste contemporain, qui en 1966 proposait au public le plus général tout simplement la reproduction d'images scientifiques tirées pour celle-ci de manuels de géométrie relativement élémentaires. Donc on est dans un domaine qui est dans la filiation ouverte par Marcel Duchamp, du ready-made. Et là venait, au lieu de présenter comme Duchamp des objets de la vie courante, un urinoir, un sèche-bouteille, etc., etc., choisit ces ready-made dans un répertoire d'origine scientifique, géométrique en l'occurrence. Alors, ça peut avoir un certain intérêt parce que pour un public profane, ça peut permettre, disons, d'attirer l'attention sur le fait que des figures mathématiques peuvent éventuellement avoir une valeur esthétique indépendamment de leur valeur géométrique. Mais le problème, c'est que Venet dans cette lignée est allé beaucoup plus loin et vous voyez, on est beaucoup plus tard, en 2001, le même artiste saisit un diagramme, alors totalement compréhensible, y compris pour quelqu'un qui a quand même une certaine culture mathématique, savoir votre serviteur, et il n'utilise que le caractère symétrique, organisé de ce diagramme pour le présenter comme si c'était une œuvre d'art en grand format, 2 mètres sur 1, avec un fond bleu, etc., etc. Et là, on revient à ce que je tentais de dénoncer d'ailleurs plus haut. On est dans un abus
un abus de regard, si j'ose dire. Il s'agit de Mhm. vous persuader qu'il y a là quelque chose qui relève de l'esthétique, mais qui est totalement incompréhensible, sauf aux seuls spécialistes. Alors, il y a une petite expérience que je m'amuse à faire quand je fais une conférence de ce genre-là, sur la beauté des équations, qui consiste à proposer aux auditeurs, spectateurs, vous-même en l'occurrence, trois équations et à leur demander laquelle ils trouvent la plus belle. Alors, je ne vous vois pas tous, malheureusement, parce qu'il y a mon écran, pardon. Je ne vous vois pas tous, mais euh, j'aimerais bien. Quelqu'un me l'a dit, tu vois tous les participants? Oui, oui, je vois. Alors Oui, là, oui, oui. j'ai Bon, mis. alors euh, tu vas me dire le résultat du Alors vote, là. oui, Qui- d'accord. pour qui la première est la plus belle? Vous levez la main. Ou Ça en fait combien? Combien de personnes? Alors, j'arrive pas à voir le total, mais déjà, il y a une personne. Alors, je vais Moi, j'en regarder vois le deux chat. déjà. Bon, Deux. Donc, Zitini, 3. Donc, bon, trois. La deuxième. 3. Qui Hmm. trouve que c'est la deuxième la plus belle? Pour, pour moi, c'est la première. D'accord. C'est celle d'Einstein. D'accord. Oui. Alors, sur la Alors, deuxième, combien de voix? Personne. personne. Et la troisième? Ah, la troisième, il y a quelqu'un. Houssem. Il y a une personne. Bon, et ben, alors, peu de gens, Aloni, peu de gens Charles ont voté. Aloni, il vote pour la troisième. Il y a D'accord. Et deux personnes. bon, mais ça fait pas beaucoup de monde, ça. Donc, il y a eu beaucoup d'abstentions. Parce Oui, qu'apparemment, oui. On est à peu près 17, ouais, 17 c'est personnes à ça. vous écouter. Bon, donc beaucoup d'abstentions. Oui. Alors, c'est intéressant, vous êtes prudent, c'est bien, bravo. Mais très souvent, dans les auditoires auxquels je présente ces équations, c'est l'équation du milieu, là, la seconde, qui remporte le maximum de voix parce qu'elle a un caractère de symétrie assez prégnant. La première, c'est évidemment Einstein égale MC2, et la troisième, c'est l'équation de Schrödinger. Et je soupçonne ceux qui ont voté pour la première et la troisième d'avoir voté parce qu'ils les connaissaient et qu'ils savaient qu'elles ont un sens effectivement très profond. Donc, est-ce que c'est vraiment un critère de beauté au sens esthétique du terme qui a été utilisé, ou plutôt un critère de pertinence? S'il s'agissait juste d'un critère, disons, d'élégance, d'esthétique, moi-même, je voterais plutôt pour la seconde. La seconde ne veut absolument rien dire. Je l'ai inventée de toutes pièces, précisément pour sa symétrie typographique. Bon, alors, trêve d'amusement, continuons. Et une fois que j'ai essayé, avec ces quelques exemples, de vous montrer qu'il y avait des pièges euh, énormes, si on veut discuter sérieusement des rapports entre art et sciences, il me semble que il faut reculer d'un cran et avant de considérer les rapports entre art et sciences, parler de la comparaison entre artistes et scientifiques. Et ce que je voudrais vous montrer, c'est que ce sont deux mondes qui, contrairement à ce qu'on peut voir écrit très souvent, n'ont vraiment rien à voir l'un avec l'autre. Très souvent, on vous dit, ah, mais l'art et la science, sûrement, ils ont beaucoup à voir parce que les artistes et les scientifiques sont des créateurs. Les uns et les autres sont des créateurs. Oui, d'accord, mais euh, quelle profession n'est pas une profession créatrice? Un grand cuisinier est créateur, un grand couturier créateur, etc. Donc le critère de création est beaucoup trop vague et beaucoup trop général pour, à mon avis en tout cas, permettre de réunir, de globaliser les artistes et les scientifiques. Alors,
Petit tableau qui vous montre, à mon avis, à quel point ces deux mondes sont différents l'un de l'autre. Premier point, l'activité artistique est, pour l'essentiel, je vais là à gros traits, donc c'est un peu caricatural, vous m'en excuserez. Il faudra toujours trouver des exceptions. Mais grosso modo, l'activité artistique est une activité personnelle. Les artistes sont des individus qui signent leurs œuvres. Du côté de la science, l'activité est essentiellement communautaire. Oui, d'accord, les scientifiques signent leurs œuvres aussi, on connaît les auteurs, mais la grande majorité à l'heure actuelle de l'activité scientifique est une activité collective avec un nombre d'auteurs considérable. Est-ce que vous savez, par exemple, quel est le nombre de signataires de l'article qui a annoncé la découverte, voici quelques années, du boson de Higgs, découvert dans une expérience au Centre européen de recherche nucléaire à Genève? Plus de 5000 signatures pour un article scientifique. Et ce n'est pas une exception. Beaucoup de domaines de la science aujourd'hui, la physique des particules élémentaires, par exemple, la physique nucléaire en général, une bonne partie de la biologie moléculaire, le décryptage du génome et des choses de ce genre-là, voient des productions scientifiques co-signées de centaines, voire milliers d'auteurs. Vous vous rendez bien compte que là, la part individuelle de chacun devient absolument minime et que, en vérité, il serait beaucoup plus normal, et ça commence d'ailleurs à se matérialiser, que ces articles soient signés non pas du nom individuel de tous ceux qui ont participé à l'expérience, mais du nom des laboratoires. Sinon, on est exactement dans la situation où, par exemple, c'est pas moi, une voiture qui sort des usines Renault porterait la signature de chacun des ouvriers qui a serré un boulon, vissé une cosse électrique, etc. Et cela n'a évidemment aucun sens. La pratique des artistes est une pratique individuelle qui est valorisée par sa différence singulière. Un artiste qui ferait la même chose qu'un autre, après lui, bah, ça n'a aucun sens, ça n'a aucun intérêt, il ne sera pas reconnu, il ne sera pas valorisé. Il y a donc effectivement une exigence de création. Du côté des scientifiques, je ne nie pas, et heureusement, qu'il puisse y avoir création, mais au sens propre du terme, mais elle est relativement rare. L'énorme majorité des articles scientifiques qui sont publiés, des expériences scientifiques qui sont menées, doivent se conformer à une norme collective. On est donc beaucoup plus dans le monde de la production que dans le monde de la création. Alors évidemment, heureusement que de temps en temps s'opère une rupture et qu'il y a de véritables avancées créatives qui rompent avec ce qui a été fait au préalable, mais c'est quand même fort rare. La plupart des scientifiques sont, comme disait Bachelard, des travailleurs de la preuve, travailleurs modestes, chacun ajoutant un petit morceau à un vaste éditif collectif. Le statut professionnel des uns des autres tout à fait différent. Les artistes ont un statut libéral, les scientifiques, l'énorme majorité d'entre eux en tout cas, un statut salarial. La reconnaissance des artistes se fait par la critique d'art, et les expositions publiques. Là, elle est donc externe. Bien sûr, il y a des artistes qui ne sont reconnus que par leur pairs, mais ce sont des cas minoritaires en règle générale. Du côté des scientifiques, la reconnaissance doit être au contraire d'abord et avant tout interne. Un article scientifique est évalué par les collègues de l'auteur et prend place dans des publications spécialisées avant, peut-être, dans le meilleur des cas, de recevoir un intérêt public extérieur. Du point de vue de l'économie, les artistes fabriquent leurs œuvres, peignent leurs tableaux, sculptent leurs statues et les vendent a posteriori.
Mais du côté des scientifiques, on est bien plutôt dans une économie industrielle avec des financements contractuels qui sont des financements a priori. Je postule auprès d'une agence de recherche, du CNRS, pour avoir assez d'argent pour construire un appareil et mener telle ou telle expérience. C'est une situation totalement différente. Et du point de vue strictement numérique, c'est pareil. Du point de vue des artistes, on est des échelles commerciales qui vont depuis des centaines, pour les artistes peu connus, jusqu'à éventuellement des millions d'euros. Millions d'euros, c'est presque, sinon le plancher, du moins un chiffre relativement banal pour une expérience scientifique relativement importante et qui peut aller jusqu'à des milliards d'euros. Je parlais tout à l'heure de la découverte du boson de Higgs, elle est à cette échelle-là des milliards d'euros. Les grands télescopes en orbite, c'est des milliards d'euros. Le décryptage du génome humain, c'est, en tout cas c'était au début, des milliards d'euros. Donc vous voyez que ce sont deux mondes dont la réalité sociale est vraiment extrêmement différente. Et donc, on voit mal comment, sur cette base, il pourrait y avoir un rapport étroit entre les uns et les autres. Au surplus, je dois dire que, alors là, je parle à la première personne du singulier, en ce qui me concerne, si l'art et la science étaient si proches l'un de l'autre, avaient tant de choses en commun, je vous avoue que personnellement, cela me décevrait énormément. Je suis amateur d'art, j'adore visiter les ateliers des artistes, les galeries d'art contemporain, et si je n'y retrouvais que ce que je connais déjà en tant que scientifique, ça ne m'apportait pas autre chose, si ça ne me mettait pas dans une situation d'extériorité que je recherche, eh bien, cela m'intéresserait peu. Il n'en demeure pas moins, et je vais maintenant poursuivre sur une note quand même un peu plus positive, il n'en demeure pas moins qu'il peut exister entre artistes et scientifiques ce que j'appelle des brèves rencontres. Non pas des conjugaisons, non pas que les uns et les autres visent le même but, aillent parallèlement sur des routes semblables, mais ils peuvent parfois, dans le meilleur des cas, se croiser, mais ce sont des rencontres singulières et brèves. J'emprunte ce titre, Brève rencontre, à un très beau film, je ne sais pas combien d'entre vous le connaissent, un grand film anglais de David Lean de 1945 qui s'appelle Brief Encounter et qui raconte l'histoire d'une femme au foyer et d'un médecin de banlieue euh, qui se croisent sur un quai de gare parce qu'ils prennent pratiquement chaque jour à la même heure le même train. Et puis, il naît une attirance mutuelle mais qui va être brève parce que lui va devoir partir pour des raisons professionnelles, quitter ce lieu, et elle va se retrouver confinée dans son foyer. Donc, ça sera un très bref mais très intense amour qui ne sera jamais consommé. D'ailleurs, il ne se retrouve que au buffet de la gare du coin. Film très romantique, très émouvant, que je vous conseille vivement. L'image est très belle d'ailleurs. Et toute proportion gardée, je crois que ça peut arriver entre artistes et scientifiques. Et je vais vous donner quelques exemples de mes brèves rencontres. Alors, j'insiste bien sur le fait qu'il ne s'agit pas en général de l'art et de la science, ni en général des artistes et des scientifiques. Il s'agit d'un scientifique, votre serviteur, et de certains artistes qui m'ont effectivement apporté quelque chose que je vais tenter de vous décrire et qui vous touchera peut-être ou pas du tout, mais peut-être vous aurez l'occasion, vous avez peut-être eu l'occasion d'avoir des rencontres semblables.
Alors, pour ceux qui s'intéresseraient de poursuivre cette discussion, j'ai rassemblé un peu ces brèves rencontres. Je vais vous en narrer un petit nombre dans un petit livre qui s'appelle La science et l'art, ou plus précisément encore, La science n'est pas l'art, et qui est publié chez Hermann. Et puis, je ne peux pas faire autrement que de mentionner la revue Alliage, qui a déjà été citée, et qui, avec comme sous-titre, vous le voyez tout en haut, culture, sciences, techniques, s'efforce de rassembler, de mettre face à face, en dialogue, voire éventuellement en contradiction ou en conflit, des artistes et des scientifiques. Et l'un de ces numéros récents, qui est un numéro spécial qui s'appelle Cosmic Comics, titre que j'emprunte au grand écrivain Italo Calvino, et qui montrait comment certains artistes peuvent nous aider à sourire de la science. Parce que la science, on peut s'émerveiller devant elle, on peut l'admirer, on peut en avoir peur, mais peut-être serait-il bon aussi parfois d'en rire ou d'en sourire, parce qu'elle peut être source effectivement d'un certain comique qui nous permet de prendre un certain recul. C'est ce que ce numéro de la revue s'efforçait d'illustrer. Alors, je prends un premier exemple qui est tiré du travail d'un artiste qui s'appelle David Bueno et qui se décrit lui-même comme un copiste néo-platonicien. Une grande partie de son travail consiste à fréquenter les grandes bibliothèques du monde et à y étudier des versions anciennes des éléments d'Euclide. Il a fait ça sur d'autres textes scientifiques, mais en l'occurrence, il s'agit des éléments d'Euclide. Et vous voyez là, il rassemble sur des pages plusieurs états d'une même figure telle qu'il les a trouvés dans différents exemplaires des grandes bibliothèques, la Vatican et bien d'autres. Les mêmes figures, et je dis, eh bien non, justement, un simple regard suffit à vous montrer que ce ne sont pas les mêmes figures, que certaines d'entre elles, par exemple tout en haut, euh, à gauche et à droite, sont moins complètes que celle qui est en bas à droite. Donc il y a des figures incomplètes, volontairement ou pas, qu'elles ne sont pas tracées triviales dans les mêmes couleurs, qu'elles ne portent pas les mêmes légendes, parce que les caractères que vous avez peut-être du mal à voir ici, la précision étant insuffisante, peuvent être latin, grec, arabe, évidemment. Et Bueno accompagne sa collecte euh, d'une vignette que vous voyez sur la droite, où il décrit avec une précision extrême la figure qu'il vient de voir. Alors, par exemple, vous voyez là, c'est un texte tiré de la Vatican, et il dit que dans le folio 93, très précisément les figures qu'il montre. Alors, euh, quel sens ça a? Bien, ça a le sens de vous montrer que même pour des images aussi canoniques que le sont les figures de la géométrie élémentaire depuis Euclide, il y a une variabilité énorme qui est une variabilité historique due au contexte de l'époque, du lieu et de l'individu. Autrement dit, ce qui est un rappel au fait que la science, elle est faite par des hommes, des femmes aussi, mais pas assez, pas pour l'instant, en tout cas pas beaucoup, par des humains, disons. La science est une affaire humaine et ces sources humaines qui tendent, et de plus en plus aujourd'hui, évidemment, avec les procédés de reproduction mécanique qui sont apparus avec l'impression et plus encore aujourd'hui avec l'informatique, tendent à gommer ces singularités. Et donc, je trouve que c'est tout à fait intéressant de retrouver ces spécificités, ces singularités, ces différences
au cours de l'histoire et de voir comment se sont accumulés, constitués et ont plus ou moins convergé vers des figures modernes, toutes ces tentatives. Un autre artiste qui s'appelle François Morellet, et dont je vous montre une œuvre. Il est malheureusement mort il y a quelques années, mais c'est un artiste que j'aimais beaucoup, très ironique, quelqu'un de très drôle. Comme le titre de beaucoup de ses œuvres l'indique d'ailleurs, là, vous voyez, ça s'appelle Geometry, donc un jeu de mots franco-anglais, Geometry, où Morlaix prend comme point de départ un élément végétal. Ici, il ne s'agit pas d'un arbre, tree, mais d'une graminée dont vous voyez qu'elle est collée sur une toile. J'aurais dû mettre les dimensions, ça fait à peu près 1 mètre sur 1 mètre. C'est une graminée qu'il est allé cueillir dans un champ, qu'il a collée sur la toile et à partir de laquelle il a tracé ces lignes qui structure toute la toile, à partir de laquelle vous voyez qu'en fait, il se sert des folioles que vous voyez le long de la tige, ces petits départs de feuilles, pour les prolonger et obtenir ce quadrillage irrégulier de la toile. Autrement dit, il se saisit d'un élément du réel, naturel, extérieur à sa pratique artistique, pour en tirer une forme abstraite, pour en tirer une forme abstraite qui va structurer sa toile. Vous voyez bien que là, dans un cas comme ça, comme très souvent dans l'art contemporain, la question n'est pas du tout de savoir si c'est beau ou pas, si c'est joli ou pas, si c'est séduisant ou pas. La question, c'est quel est le rapport entre cet élément naturel, cette herbe, cette graminée contingente, singulière, et puis l'apparition d'une structure objectivée. Elle n'est pas objectivée a priori, elle est objectivée à partir de cet élément du réel. Alors ça m'intéresse beaucoup parce que je me ressemble quand même pas mal à un élément de ma pratique scientifique en tant que physicien théoricien. Et nous, les physiciens, que faisons-nous? Nous commençons par regarder le monde de nous et ces objets singuliers, ces objets contingents, un morceau de pierre, un vase de liquide, une étoile. Tous ces objets sont des objets particuliers, singuliers, contingents. Mais ce qui nous intéresse, c'est justement d'aller au-delà de leur singularité, de leur spécificité, et de voir si ils ne peuvent pas donner lieu à l'émergence de structures abstraites qui vont, du coup, faire ce que nous appelons des théories scientifiques. Une théorie scientifique ne va pas vous parler de telle étoile ou de tel caillou, elle va vous parler de ce qu'il y a de commun entre telle catégorie d'étoiles, de ce qu'il y a de commun à ces cailloux, et ce commun s'exprimera en termes conceptuels, en termes abstraits. Et donc il y a une homologie, dirais-je, qui m'intéresse, qui n'a strictement rien à voir avec le propos initial de Morlaix. Morlaix, quand je lui ai raconté ce que ça m'évoquait, il était à la fois intéressé et surpris. Lui, il a fait ça à partir de considérations qui sont les siennes en tant qu'artiste, et je ne me mettrai pas à sa place pour vous les énoncer. Et donc, c'est effectivement une brève rencontre. Cette œuvre de cet artiste m'évoque pour moi et me permet de prendre un certain recul et de réfléchir à ma propre pratique. Deuxième œuvre de Morellet, intéressante, je trouve, dont le titre énonce en fait tout simplement la règle de fabrication, tiret dont la largeur et l'espace augmentent de temps à chaque rangée.
vous voyez effectivement qu'on a des rangées horizontales de tirets qui sont, au fur et à mesure qu'on se déplace du haut vers le bas de la toile, qui sont de plus en plus distants les uns des autres et dont la longueur croît aussi petit à petit, très modestement. Alors, ce qui est intéressant, c'est la chose suivante. Regardez simplement l'énoncé, tiret dans la longueur, l'espace au moins, etc. Oubliez, j'aurais dû faire comme ça d'ailleurs pour le montrer, oubliez l'image que vous voyez et essayez d'imaginer ce que ça va donner si je trace sur une toile des tirets dans la largeur, etc. etc. Je doute fort que quiconque imagine le genre de structure que vous voyez apparaître sur la toile avec ces lignes courbes qui viennent structurer l'ensemble de ce dispositif. Alors ça m'intéresse aussi beaucoup, parce que ça veut dire qu'une règle élémentaire peut produire des résultats plus riches a posteriori que ce que l'on pouvait penser a priori. C'est pas parce qu'un énoncé est simple que les résultats de la procédure qu'il vous donne à suivre le seront. Et là encore, je me dis, ah, mais ça m'intéresse beaucoup, parce que ça me permet aussi de prendre un peu de recul par rapport à une pratique de la physique théorique qui est la mienne, et que j'écris des équations ou des articulations, des structures conceptuelles dont j'essaye de faire qu'elles rendent compte de quelque chose que j'ai entrevu, perçu, et donc j'espère qu'elles auront une fécondité beaucoup plus grande que celle que j'imaginais et qu'elles permettront d'expliquer ou de construire des phénomènes euh, des phénomènes imprévus par rapport à ce dont j'étais parti. Et c'est effectivement quelque chose que l'un des très grands physiciens du 19e siècle, Maxwell, le créateur, l'un des créateurs de la théorie électromagnétique, disait en s'en étonnant, en étant surpris, disait on dirait que nos équations sont plus intelligentes que nous. Ce qui voulait dire, c'est qu'une équation qu'il avait écrite pour rendre compte de certains phénomènes se révélait, et c'est pour ça qu'elle était gardée, qu'elle est à cause de sa fécondité, se révélait capable d'expliquer beaucoup plus que ce pourquoi elle était faite au départ. Et une grande théorie scientifique a justement ce caractère d'aller beaucoup plus loin que les phénomènes de départ à partir desquels elle a été conçue. Donc là encore, une homologie de vision des choses. Troisième, toujours avec Morlet, Arc de cercle complémentaire, c'est une œuvre tout à fait simple, comme bonne partie de l'art contemporain. Vous voyez que contre un mur, on est à Toulouse, donc la ville de briques, il y a dans un mur la trace d'une arcature ancienne qui dessine un arc de cercle. Et ce que fait Morlet, c'est qu'il la prolonge par une pièce de contreplaqué courbée, mais qui sort du plan du mur. Autrement dit, il montre comment on peut prolonger une structure bidimensionnelle en une structure tridimensionnelle. Il ajoute, son œuvre ajoute une dimension à l'objet de départ. Et je me dis, bingo, là encore, ça ressemble à des choses que nous, physiciens, nous faisons, parce que il nous arrive de nous intéresser à des phénomènes que l'on peut décrire en deux dimensions, par exemple, mais dont on ne va véritablement percevoir
la richesse, l'intérêt, les possibilités, qu'en les prolongeant dans une dimension supplémentaire qui leur échappe. Vous savez peut-être ou pas d'ailleurs que les physiciens d'aujourd'hui, quand ils font de la physique des particules, adorent sortir, si j'ose dire, ou prolonger plus exactement l'espace-temps habituel qui a quatre dimensions, trois d'espace, une de temps. euh, il leur est souvent, parfois, intéressant de le plonger dans quelque chose de beaucoup plus grand, des espaces à 10 dimensions, voire 24, qui vont en retour révéler des propriétés qui n'étaient pas facilement perceptibles sur les données de départ. J'ai pas l'heure sur mon écran. Non, non, mais c'est bon. Vous pouvez Ça, continuer, bien sûr, jusqu'au bout. Allez jusqu'au bout. ça fait combien de temps C'est- là? bon, on peut dire 1 heure, 1 heure? Ça fait Oh, 1 heure. bon, alors j'ai Oui, mais essayé non, encore d'accélérer parce que. un quart d'heure, 20 minutes, si Ah ouais, prenez votre ça temps. ne sera pas plus. Merci, c'est trop D'accord. gentil. Désolé, hein. Non, non, j'en prie. C'était Bon, intéressant, donc. bon, alors là, c'est une œuvre de Giovanni Anselmo, qui est artiste italien des années 70, appartenant à un groupe qui s'appelait Arte Povera, l'art pauvre, et qui travaillait avec des matériaux très simples, tirés de la vie courante. Et ça, c'est une œuvre que j'aime beaucoup, qui s'appelle Invisibile. Ce sont deux morceaux de plomb, petits, vous voyez, 5 sur 6 sur 10 cm, l'autre un peu plus grand, qui sont séparés par un vide et sur l'un desquels il est écrit Visibile. Eh bien, il me paraît évident que quiconque regarde un tout petit peu attentivement ce travail va lire ce qui est écrit, mais non visible dans l'espace qui les sépare. Et ce qui est écrit, c'est invisibile. Et donc, il y a une œuvre très paradoxale qui rend, ben oui, qui rend visible l'invisible. Et qui le rend visible, cette syllabe non écrite, qui est dans le vide, elle est rendue perceptible par ce que les physiciens appelleraient ces conditions aux limites, c'est-à-dire les deux morceaux de plomb qui sont de chaque côté. Et là encore, ça ressemble beaucoup à un travail que font souvent, que peuvent faire les physiciens, qui consiste à calculer, établir, décrire les propriétés d'un certain espace, disons, à partir non pas de ce qui se passe à l'intérieur, mais uniquement de ce qui se passe sur les bornes. Par exemple, si je suis dans une pièce fermée, comme nous tous à l'heure actuelle, et que je sois capable de mesurer en chaque point des parois la valeur de l'intensité lumineuse, eh bien, cela me suffit pour reconstruire, grâce à la théorie de Maxwell d'ailleurs, l'intensité lumineuse à l'intérieur de la pièce en chaque point. Les conditions limites sur les bords déterminent la donnée de ce qui se passe à l'intérieur. Et là, vous en avez une très belle illustration par ce grand artiste Anselmo. Deuxième œuvre de Giovanni Anselmo, Verso Oltremare, ce qui veut dire vers l'outre-mer, mais je vais complètement laisser tomber la discussion du petit carré bleu que vous voyez sur le mur du fond, qui est de couleur outre-mer, pour vous parler de ce bloc de pierre qui n'est pas appuyé contre le mur du fond, qui est tenu en équilibre par le mince câble que vous voyez, qui est lui attaché au piton dans le mur de droite, avec ce mince câble qui fait le tour du bloc de pierre qui est posé au sol. Posé au sol. Il n'y a aucune fixation au sol, aucune vis, aucune cheville, rien qui le retienne, simplement la friction, le frottement de la pierre sur le sol. Ce morceau de pierre, il fait 3 mètres de haut. 3 mètres de haut, c'est-à-dire quand vous passez devant, vous regardez vers le haut pour le voir complètement.
Il fait 3 mètres de haut, à peu près 1 mètre de large à la base et une dizaine de centimètres d'épaisseur. C'est très lourd. Ça pèse plusieurs quintaux, ce machin-là. Et ça n'est tenu que par ce petit câble. Ça fait peur. Quand je passe à côté de ce machin-là, moi, j'ai peur que ça tombe. Oui, mais alors, je suis physicien, donc je me dis, non, mais alors attends, est-ce qu'on peut calculer ça? Oui, 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 je peux calculer parce que je peux estimer le poids de la pierre, l'emplacement de son centre de gravité, les forces de frottement au sol, la façon dont elles empêchent peut-être le bloc de glisser et la résistance du câble. Ah oui, il est en acier, sa tension de rupture vaut tant, etc., etc. Je peux faire le calcul sur 1 ou 2 pages et arriver à un résultat rassurant, me dire oui, ben, bon, ça tient, ça doit tenir, ce machin-là. Et bien quand même, quand je passe à côté, j'ai quand même peur. Autrement dit, mes équations, ma théorie va me rendre compte du réel, mais pas au point de l'effacer, de le gommer, de le réduire à néant. Et donc, il y a là une sorte de, je dirais, de salubre rappel au réel. N'imaginez pas, vous, physiciens théoriciens, que grâce à vos équations, vous maîtrisez complètement le monde. Et d'ailleurs, effectivement, ce petit câble, je ne suis pas allé le regarder de très très près. Peut-être qu'il y a déjà des torons qui sont en train de se casser et que tout ça va tomber. Donc, n'oubliez pas qu'à travers vos équations, à travers vos formalismes, à travers les nombres que vous calculez, il y a derrière un réel qui est beaucoup plus riche, beaucoup plus épais que ce que peuvent traduire vos équations, dont la force et la faiblesse sont effectivement d'abstraire la réalité. Et presque Giuseppe Pennone est un artiste italien de la même école, l'arte povera, ripetere il bosco, répéter le bois. Vous voyez des troncs d'arbres écorcés avec des petits départs de branchage sur ces socles de section carrée qui ne sont pas des socles en fait. Quel est le travail de Pennone? Il prend des poutres industrielles dont vous voyez la réalité sur le mètre qui est posé au sol. Ce sont des vraies poutres qu'il achète chez les marchands de matériaux. Et dans ces poutres, il enlève à la gouge, c'est un travail très fastidieux et très délicat, il enlève les couches successives du bois de façon à retrouver à l'intérieur de la poutre le petit arbre qui fut jadis. Autrement dit, à partir de cet objet industriel, la poutre, manufacturée, un artefact, il nous oblige à penser que reste encore présent l'objet naturel qui lui a donné naissance. Et donc, ce petit arbre qui a donné naissance à un arbre plus gros, qui a été taillé, équarri, scié pour donner la poutre, eh bien, il est encore là. Et ça aussi, c'est intéressant parce que ça dit aux scientifiques la même chose, ou presque ce que je disais. N'oubliez pas que dans les formalismes que vous développez, dans les expériences totalement industrialisées que vous menez, eh bien, il y a le réel qui est beaucoup plus riche, beaucoup plus compliqué que ce que vous croyez. Ne l'oubliez pas. Toujours Giuseppe Pennone, là je vous montre une autre œuvre. Vous vous souvenez que dans les années 2000, il y a eu une gigantesque tempête qui a abattu un des grands arbres de Versailles. Il en a acheté un tronçon et dans ce morceau de cèdre qui fait 6 mètres de long, c'est pas rien, 6 mètres de long et 1,70 m de diamètre, il a retrouvé, vous voyez, au milieu,
le tout petit cèdre que cet arbre avait été jadis. Piotr Kowalski, toujours artiste contemporain, mort désormais de l'époque, qui nous offre un coup de tampon qui pour moi est un petit coup de génie. Vous pouvez imiter, c'est une œuvre qui est très facile à copier. Vous l'avez chez un marchand de tampons, il vous fera ça volontiers. Et sur le tampon, ceci se déplace à 29,9 km/s par rapport au Soleil. Prenez votre tampon et vous l'estampez absolument sur tout ce qui est autour de vous. Tout ce qui est autour de vous, le cahier qui est sur mon bureau, ce livre, ce mur, etc. Donc, ceci se déplace à près de 30 km par seconde. C'est l'étonnement galiléen, si j'ose dire. Comment se fait-il que nous ne sentons pas ce déplacement? 30 km par seconde, c'est quand même pas rien. Et donc Kowalski nous oblige en nous rappelant à ce phénomène quand même d'une ampleur considérable. Là encore, n'oubliez pas la réalité par rapport au confort apparemment stable dans lequel vous vivez l'un et l'autre. Kowalski, botte de paille s'appelle l'identité numéro 4. Ben oui, c'est identique. Ce sont deux tétraèdres, deux pyramides. Oui, identiques, sauf que l'un est vide, léger, fait avec des tubes de néon, l'autre avec lourd et fait avec des bottes de paille. Donc ne nous y trompons pas, ne vous y trompez pas. L'identité des formes géométriques ne suffit pas à traiter le réel. Et je finis avec une œuvre de Joseph Beuys, grand artiste aussi des années 60, qui lui a beaucoup, nous invite beaucoup à réfléchir sur le réel du vivant. C'était déjà le cas pour Pennon et avec le végétal, les arbres. Et là, c'est une action, une performance que fait Beuys, où il est enfermé toute une journée, 24 heures, avec cette espèce d'échafaudage de tringles sur lequel est fixé un lièvre mort. Et vous voyez qu'il a au pied des chaussures avec des boules de plomb. Autrement dit, il est astreint par le poids de la mort, tout simplement. Et ce qu'il nous rappelle là, c'est que notre rapport au vivant, ou plus précisément au vivant que nous, humains, mettons à mort pour les manger ou pour un tas d'autres raisons, demande à être respecté. En fait, lui-même disait s'inspirer des rites chamaniques de Sibérie ou d'Amérique du Nord, dans lesquels vous savez que ces sociétés, qui sont en général des sociétés chasseresses, donc qui se nourrissent en tuant des animaux, mais développent toute une série de rites propitiatoires dans lesquels on demande pardon à l'animal. On lui dit je me sers de toi, mais je suis conscient de ce que je t'inflige et je l'assume en te rendant hommage. Et donc Beuys, ici, fait la même chose. Et moi, personnellement, en tout cas, quand je vois cette œuvre, je pense à tous les lapins qui ont servi de cobayes, si j'ose dire, dans les laboratoires de biologie depuis des décennies. Et j'ai toujours pensé, j'en ai parlé à mes amis biologistes à l'Institut Pasteur, que les grands laboratoires de biologie, l'Institut Pasteur par exemple, s'honoreraient en commanditant à un artiste un monument à l'animal inconnu qui, grâce à la vie qu'on lui a ôtée, a permis à la science qui est la nôtre de progresser et de nous donner des vies meilleures ou plus stables. Donc, vous voyez que là, ce que je vous ai montré sont des rencontres très singulières et dont je ne sais pas du tout dans quelle mesure elles auront pu vous convaincre, vous toucher, vous émouvoir, mais qui illustrent, à mon avis, la seule façon
de ne pas tomber dans des banalités affligeantes sur l'identité ou la convergence ou le parallélisme de l'art et de la science, en le remplaçant plutôt par l'idée non pas de parallèle, mais de croisement. Momentanément, un artiste, un scientifique peuvent se trouver en situation d'échanger et d'être transformés, dans le meilleur des cas, par ces échanges. Je vous remercie et je m'excuse d'avoir été plus long que prévu. C'est nous qui vous remercions, Jean-Marc, pour cette belle conférence et très savante aussi, hein. Donc on a appris beaucoup de choses. Et donc, je donne la parole à la salle pour vous poser des questions. Moi-même, j'aurai l'occasion aussi de vous poser quelques questions. Alors, voilà, je vais voir s'il y a des questions déjà dans la salle. Je vais Euh, peut-être arrêter mon écran pour mieux vous voir. bon. Alors, encore une fois, merci pour cette conférence qui n'a pas trahi son titre, hein, qui nous a un peu à la fois, enfin, elle nous laisse encore le choix. Hein. Est-ce qu'on choisit la science ou l'art? Mais on peut pas faire autrement que les garder les deux parce qu'on ne peut pas se passer des deux, quoi. On est un peu Certes. encore dans la confusion. Et voilà. Euh, juste, bon, pour démarrer la discussion, juste une petite discussion. Est-ce que vous distinguez le jugement, comme Kant l'a fait, entre le jugement de goût et le jugement de connaissance? C'est-à-dire, l'art, finalement, ne peut pas donner lieu à un jugement de connaissance. Il ne peut même pas être abordé ou expliqué par la connaissance ou par le concept. Et donc, quelle est sa place dans notre rationalité? Une autre partie de ma question, par exemple, qu'est-ce que vous pensez par exemple, de Peirce, quand il met De... l'esthétique de Peirce, qui est mathématicien Oui, oui, oui. américain, quand il met en même temps, sur le même plan, par exemple, esthétique et sciences normatives. Il considère l'esthétique comme une science normative, comme par exemple la logique ou comme l'éthique, etc. Et qu'on peut vraiment, finalement, euh, se fier à des règles, c'est-à-dire ou à des significations sur lesquelles on peut s'entendre et faire sortir l'œuvre d'art de sa sphère subjective. C'est-à-dire, comme à la fin de votre conférence, peut-être vous avez dit, est-ce que ces tableaux vous ont touché comme ils m'ont touché? Mais est-ce qu'on peut se mettre d'accord peut-être sur des choses, des éléments symboliques, référentiels dans ces tableaux ou dans ces œuvres d'art qui peuvent susceptibles, par exemple, de toucher le plus largement possible, comme c'est le cas avec les théories scientifiques. Je vais démarrer la discussion avec ça. Alors, je prends votre question à l'envers en réagissant sur votre dernière phrase, toucher un plus large public, comme le font les théories scientifiques. Parce que ce n'est pas le cas. Hélas, peut-être, mais ce n'est pas le cas. Les théories scientifiques, aujourd'hui, sont, on peut discuter des raisons, savoir si on peut faire autrement ou pas, mais de fait, elles ne touchent pas le plus large public. Il faut, pour les apprécier, même à un certain niveau de vulgarisation, euh, travailler, lire, réfléchir, voir. Et la plupart à mon avis, en tout cas, je suis moi très prudent, bien que j'ai beaucoup travaillé sur l'édition pour le public cultivé, mais je suis très réservé sur la possibilité de partager vraiment les théories scientifiques. Alors attention, euh, c'est pas spécifique à la science. Je crois que la plupart des pratiques humaines, qu'elles soient scientifiques, qu'elles soient artistiques, qu'elles soient artisanales, demandent, si on veut véritablement les, les intérioriser, demandent qu'elles soient pratiquées. Et que quiconque n'a pas un minimum, qui peut être petit, mais un minimum d'expérience de ce qu'est la peinture pour l'art, ou
les expériences scientifiques pour la science, aura beaucoup de mal à comprendre, à assimiler ce qui se passe à un niveau beaucoup plus sophistiqué. Je connais un cas où la transition se fait relativement bien. C'est le cas de la musique. Dans le cas de la musique, vous avez un nombre gigantesque d'amateurs, une grande partie de la population, sous une forme ou sous une autre, fût-ce chantonner dans sa salle de bain, ou un peu mieux gratouiller sa guitare, ou un peu plus jouer du piano, a un rapport avec des pratiques musicales. Et il me semble que dans ce cas-là, on ne peut pas déterminer une ligne de fracture, de séparation qui serait nette entre les pratiques amateurs les plus simples et les pratiques professionnelles les plus élaborées. Il me semble que c'est un domaine dans lequel il y a une continuité extraordinairement précieuse et féconde. Et de ce point de vue-là, c'est un domaine, je crois, un des plus domaines qui relève le plus profondément, pourrait-on dire, de la culture humaine au sens où on l'entend, parce que précisément, il, en grande partie en tout cas, échappe à ces clivages. Il est très difficile d'en dire autant d'autres formes culturelles comme bah, par exemple la sculpture et de la science. Néanmoins, et là je reviens au début de la question, euh, bien sûr que le jugement esthétique d'un côté et le jugement disons, rationnel de l'autre diffèrent, mais ils ne sont pas indifférents l'un à l'autre. Ce que j'ai essayé de vous montrer dans le cadre de certaines des œuvres que je vous ai présentées, c'est justement comment une, une saisie subjective, je vois cette œuvre et elle m'évoque quelque chose. Et cette évocation, qui au départ est une évocation essentiellement sensible, d'ordre visuel dans ce cas-là, met en route des mécanismes intellectuels qui, eux, relèvent de formes conceptuelles et rationnelles. Ben, c'est une banalité, hein, ce que je suis en train de dire. Mais heureusement, effectivement, que nous ne vivons pas dans des mondes séparés où nous aurions d'une part des émotions esthétiques et d'autre part des satisfactions purement intellectuelles. Bien sûr qu'il y a des différences, mais heureusement qu'il y a des capacités de fécondité réciproques. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Oui, est-ce que Alors, Jean-Claude Dumancel, je vous en prie. oui, je souhaiterais intervenir en essayant peut-être, je ne sais pas si ça sera me faire l'avocat du diable, mais de revenir un petit peu sur l'éventuelle valeur esthétique immanente à la science. Je voudrais simplement citer un petit exemple que vous connaissez certainement. C'est l'article de Le Lyonnais sur la beauté en mathématiques. Parce que dans cet article, il y a plusieurs aspects, mais Le Lyonnais a, je crois, décelé quand même quelque chose, c'est le rapport entre une équation, les équations dont vous avez parlé, et puis la courbe représentative de cette équation. Parce que dans l'équation, en parlant de beauté d'équation, vous avez en somme parlé de la beauté du graphisme de cette équation ou de quelque chose comme ça. Tandis que
lorsque l'équation, et en plus, dans les exemples de Le Lyonnais, il y a des équations différentielles, des choses comme ça, donc ça atteint une certaine sophistication, et on s'aperçoit quand même, il me semble, c'est dommage que je n'ai pas l'article sous la main, mais que à la sophistication de certaines formules purement mathématiques correspond, lorsque l'on passe à sa représentation graphique, une certaine richesse des choses tout à fait inattendues et par conséquent qui vont avoir une valeur esthétique proprement dite. Et là, il me semble qu'on a une espèce de voix intéressante sur votre question, parce qu'on part de choses qui sont en totale abstraction, évidemment, qui sont les formules symboliques des mathématiques. Et puis, mais quand on a la courbe représentative, on est dans l'esthétique au sens propre, puisqu'on est dans la sensation, dans une représentation spatiale avec une certaine structure, plus ou moins riche, plus ou moins intéressante, plus ou moins évocatrice. Donc peut-être que là, on a, comment dirais-je, une exception au scepticisme que vous marquez à juste titre sur des choses comme le nombre d'or. Et puis, je voudrais représenter que ça, du point de vue de la philosophie de l'art en général, la question remonte à l'esthétique de Hegel. Parce que l'esthétique de Hegel, on cite souvent le mot de Hegel disant que la beauté, la beauté artistique, c'est la seule chose intéressante par rapport à la beauté naturelle, mais on oublie que dans l'esthétique de Hegel, qui est un ouvrage extrêmement riche, il y a une théorie du beau naturel dont on trouve pratiquement aucun équivalent chez la plupart des autres auteurs qui ont traité de ces questions. Donc, on a une théorie de la couleur, par exemple, ou des choses comme ça. Donc, il me semble que dans ce registre, on a un certain nombre de choses pertinentes qui, par ailleurs, font voir par contraste l'intérêt de ce que vous avez dit sur une valeur artistique qu'on trouve dans des auteurs, des plasticiens contemporains que je ne connaissais pas du tout. Voilà, donc c'est ma tentative de me faire l'avocat du diable. Non, non, mais c'est un diable que j'accepte volontiers à ma table, d'autant plus je suis très heureux que vous ayez cité François Le Lyonnais, que j'ai très très bien connu personnellement. Et je l'ai fréquenté longuement et j'ai souvent et beaucoup échangé avec lui. Bah, écoutez, je suis d'accord. C'est-à-dire que il y a une esthétique, mais comme il y en a une, je dirais, dans pratiquement chaque activité humaine. Et il me semble que le point peut-être sur lequel j'ai pas été assez clair ou sur lequel peut-être nous ne sommes pas d'accord, qu'il faudrait discuter, c'est qu'il me semble que la question de l'esthétique ne recouvre pas la question de l'art. D'accord. Il y a des sensations esthétiques, vous le dites pour les équations, mais je suis tout à fait d'accord. Moi, il y en a qui me plaisent, d'accord? Donc j'ai des dimensions affectives par rapport à certains articles de science, comme ça. Mais j'essaye, pour ma part, de, de distinguer des, des catégories abstraite, relativement bien définie dans le champ de la philosophie de la culture, comme la notion d'esthétique, par exemple. Il me semble qu'il est dangereux de la confondre avec quelque chose comme l'art, qui est quelque chose de tellement polysémique d'une certaine façon que la modernité, ça a été quand même pour l'essentiel, cette prise de distance de l'art par rapport à l'esthétique. Vous citez Hegel, oui, d'accord, mais justement, ce qui va se passer au XIXe siècle, et on va assez le leur reprocher au départ avant de les reconnaître, mais à partir, je sais pas, Cézanne, les impressionnistes, on va leur dire, mais c'est pas beau ce que vous faites.
c'est même très laid. Hein. Oui, oui. Et donc la valeur artistique va montrer à quel point il faut se dégager du sentiment traditionnel du beau. Donc, sur la présence de l'esthétique, y compris dans la science, moi, je n'ai aucun souci, je le reconnais parfaitement, mais il me semble simplement que c'est insuffisant à, euh, à permettre une mise en relation, disons, un peu concrète, un peu spécifique entre l'art et la science. C'est pour ça que j'ai insisté sur l'art et la science, non pas seulement en tant que pratique abstraite, mais en tant que pratique sociale. Le petit tableau de comparaison que vous avez montré, ça n'est pas la même chose. L'humanité ne fait pas des sciences de la même façon qu'elle fait de l'art. Et on pourrait prendre toutes les autres pratiques humaines qui ont chacune leur spécificité. C'est ça, à la fois la grandeur, je trouve, pour moi, de l'humanité, c'est sa capacité à mener des aventures intellectuelles et matérielles dans des domaines aussi différents. C'est ce qui fait sa grandeur et ses limites, parce que du coup, ça pose de façon aiguë, et surtout dans la modernité, la question du partage. La question du partage, elle n'est pas résolue. Nous ne partageons pas la Absolument. science et nous ne Exact, partageons pas l'art. exactement. Le nombre des amateurs d'art, en particulier d'art contemporain, est très petit. Et Oui. parce qu'il exige, parce que c'est très exigeant, il faut y passer du temps. Il faut aller dans les musées, faut regarder, il faut voir. Personne n'est obligé de le faire. Hein. On n'est pas obligé de s'intéresser à l'art, on n'est pas obligé de s'intéresser à la science, on n'est pas obligé de faire quoi que ce soit. Mais si on s'y intéresse, c'est une tâche, un travail, presque une obligation mentale et morale, quoi. C'est ça que j'essaye de dire. Il n'y a pas de, comme disait Euclide pour les mathématiques, il n'y a pas de voie royale. Mhm. D'accord. Je crois que nous sommes largement d'accord sur ces questions-là. Je vous remercie. Alors, alors, il y a dans le chat une question. Ah, d'accord. Alors, je donne la parole à Charles. Oui. Je te prie. Moi. J'ai pas, la caméra fonctionne pas. Ça Non, mais marche. je te vois pas, mais c'est pas grave, Charles, je Et là, connais ton visage, donc je vais Oui. l'imaginer. là, Nous ça marche. aussi, parce qu'il a déjà parlé dans ce cadre, donc nous aussi Ouais. en connaissance. Là, ça marche. Oui, non, c'était pour demander à Jean-Marc si il serait d'accord pour lever toute ambiguïté sur la non-identité de l'art et de la science, qui est ta position et qui est absolument juste. On pourrait, et sur le phénomène de la rencontre, parce qu'il y a des rencontres, précisément, c'est les exemples artistiques que tu as pris. Bon, l'exemple du tampon est absolument extraordinaire. Enfin, j'ai trouvé de Kolaski, c'est vraiment génial. Est-ce que tu ne penses pas qu'on pourrait envisager une vision spectrale de la relation entre l'art et la science, à savoir l'art et la science comme deux pôles opposés, mais entre lesquels on se déplace de toute façon, c'est-à-dire le scientifique comme l'artiste se déplace dans le spectre qui va de l'art, disons, pur, si on peut dire, et de la science comme activité pure d'un autre côté. Parce qu'il y a des choses assez troublantes. Par exemple, hier, je discutais avec Olivia Caramello en regardant certaines pages des 30 000 pages de manuscrits de Grothendieck, qui est un univers absolument inimaginable. Tout ça étant déposé à la BNF, mais la BNF n'autorisant pas les gens à aller le consulter, sauf au goutte à goutte pour les gens de l'Institut Grothendieck. Il y a des choses absolument fabuleuses, des mondes ouverts, etc. Et lui disait que la mathématique était l'art le plus macho que l'on connaisse, bon, ce qui est toujours son humour particulier. Mais je pense que la question qui se pose de la relation entre l'art et la science est quelque chose qui reste très présent, parce que sur ces pages, ces milliers de pages de Grothendieck, il a même été pensé de faire une exposition
d'art de ces figures, de ces diagrammes, de ces schèmes qui sont effectivement, j'en ai vu, c'est à la fois plein de théories, mais en même temps, ce sont véritablement des constructions qu'il a réussi à faire et qui relèvent de l'art graphique, euh, de l'art et de la science, disons. C'est un peu ça ma question. C'est est-ce que finalement, ce qui reste, c'est une forme de dialectique fondamentale entre art et science, c'est-à-dire on se déplace de l'un à l'autre et on se déplace à l'intérieur du spectre. Ben, écoute, l'idée de spectre ne me satisfait pas pleinement pour la raison suivante. C'est qu'elle suppose une continuité unidimensionnelle. Quand tu prends un spectre lumineux, tu vas du rouge vers le violet, mais dans une seule direction. Et tu y vas de façon continue. Or là, euh, si tu veux dire que on peut, non seulement on peut, mais on fait, qu'on se meut dans un espace à la fois de pensée et de perception auquel appartiennent à la fois l'art et la science, là, je serais évidemment absolument d'accord. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de frontière radicale qui ferait qu'à un moment donné, tu dis, ah ben ça, c'est plus de la science et maintenant, ça, c'est de l'art. Je pense simplement que, d'une part, ces deux domaines peut-être se touchent à certains endroits, mais je ne suis pas sûr qu'ils soient vraiment co- qu'ils soient collés l'un à l'autre, parce qu'il y a plein d'autres activités humaines qui interviennent à la fois autour et entre eux. Exemple tout simple, la littérature. Je ne peux pas penser l'art sérieusement sans invoquer tout ce que j'ai lu. Et ce que j'ai lu, je ne parle pas seulement de critique d'art, mais je parle je sais pas, de Stendhal, par exemple, ou d'autres grands écrivains. C'est-à-dire le monde culturel dans lequel nous vivons, il est extrêmement large et toutes ces dimensions se touchent plus ou moins les unes aux autres parce que il a un nombre de dimensions tout à fait incroyable. Alors, si tu veux dire que il peut y avoir par moment des contacts directs entre science et art, peut-être encore que je ne suis pas sûr de te suivre sur l'exemple que tu donnes. Que les pages de Grothendieck aient une valeur, et on revient à la question précédente d'ailleurs, qu'elles aient une valeur esthétique, je n'en doute pas une seconde. Qu'elles puissent être trouvées belles, plaisantes, impressionnantes, etc. Certainement. Mais l'art, c'est pas seulement la sensation esthétique du beau, c'est aussi, comme j'y ai insisté peut-être un peu lourdement, c'est une pratique humaine collective qui se place dans un certain cadre, qui a ses critères d'appartenance. Euh, voilà, il y a des tas de choses qui me plaisent, que je peux trouver belles, mais qui ne sont pas des œuvres d'art pour autant. Il faut que dans la notion d'art, tu aies cette notion d'appartenance à un contexte social qui a ses propres critères, me semble-t-il. Oui, je suis d'accord avec toi, de toute façon, mais moi, c'est ce qui m'intéressait vraiment, c'est l'intersection. C'est le moment, comme tu l'as montré sur certaines œuvres qui t'ont touché, disons, c'est le fait qu'il y a des moments d'intersection entre ces deux pôles, ces deux. Oui, mais j'en doute pas, mais toi, tu fais une brève rencontre avec Grothendieck sur ce plan-là. Mais c'est toi qui le fais. Et certainement beaucoup d'autres, heureusement, mais pas forcément tout le monde. Cela dit, il y a un point commun entre les deux, entre l'art et la science, c'est que ce sont deux arts de pensée.
deux arts de pensée. Donc, pour moi, là, il y a quelque chose de commun. Après, c'est des problèmes de définition. Quel type de pensée est impliqué dans la création d'une œuvre d'art, d'un tableau, etc. Et quel est l'acte de pensée dans la production de concepts mathématiques ou physiques. Et donc, là aussi, c'est J'entends. intéressant. Là aussi, c'est intéressant. Oui, d'accord, mais en quoi c'est spécifique? Toute activité humaine, toute création invoque des actes de pensée. Mais La oui, mais là, cuisine, moi, la j'y vois des points. cuisine, le Oui, oui, bien tricot. sûr. Non, non, je suis bien d'accord. Mais là, concernant l'art et la science, moi, j'y vois un point d'intersection, un point, une relation. Par exemple, c'est tu penses de l'art pictural ou du dessin et tu penses à l'aspect diagrammatique en mathématiques, en physique, etc. Et il y a bien comme une espèce de lien possible entre la production diagrammatique en physique, par exemple, ou en mathématiques, et le dessin, je ne sais pas moi, du clay, par exemple. Il y a des dessins qui, effectivement, ont une puissance diagrammatique très, très forte. Et c'est l'intersection entre ces deux domaines qui, moi, je trouve assez intéressante. Mais je te l'accorde volontiers, mais tu m'accorderas, toi, à ton tour, que c'est un aspect particulier des mathématiques, cet aspect diagrammatique, qui n'épuise pas, et de très très loin, la pensée mathématique, et que c'est la même chose du côté artistique. Donc, qu'il y ait des points de contact, des points où ça se rapproche euh, de très près, oui, oui, d'accord. Mais ça n'est pas l'art avec un grand A, la science avec un grand S. Donc, je ne sais d'ailleurs On est bien même d'accord. pas ce que ça serait, tu vois. On est bien d'accord parce que moi, je ne sais pas ce que c'est que l'art avec un grand A. Ben Et voilà, toi, tu sais pas justement, ce que c'est. Tu sais pas ce que c'est que la on science. est bien d'accord. On est bien Avec, d'accord. voilà. Bon, ben, on est tout à fait d'accord, Jean. Ben, merci en tout cas pour ton intervention. Alors, je pense qu'on a encore une fois besoin de définir l'artistique, hein, qu'est-ce qui est, c'est-à-dire qui ne présuppose pas une connaissance directe du réel. Artistique qui a toujours une valeur ajoutée, où il donne une valeur. Alors, et là, bien sûr, on va séparer l'art de la science, mais je pense que c'est bien d'avoir précisé dès le départ qu'il s'agit de physique, c'est-à-dire le point de vue d'un physicien, parce que c'est vrai que, bah, par exemple, si on regarde l'épistémologie d'Anne-François Schmitt, elle dit il faut sortir de ce modèle, on regarde, on cherche à définir la science par la physique. Il faut sortir de ce paradigme, Sûr. il faut tout aller vers un autre paradigme qui nous permet peut-être épistémologiquement parlant de comprendre la science. Parce que si on continue à regarder la science par les yeux du physicien, peut-être on va pas être capable de suivre un peu ce qui se passe dans ce qu'elle appelle les sciences émergentes, qui demandent, qui appellent à être regardées autrement. Alors, je pense que, par exemple, c'est-à-dire tout à l'heure, vous avez parlé sur votre tableau, pour dissocier les artistes des scientifiques, vous avez dit les artistes, en quelque sorte, ne sont pas évalués de l'intérieur de l'art, c'est-à-dire ils sont toujours évalués, ou enfin on comprend toujours de l'extérieur. Mais les grands mouvements artistiques, si on regarde l'histoire de l'art, ça s'est passé parce qu'à l'intérieur de la sphère des artistes eux-mêmes, il y a eu comme un changement, une volonté de changer l'art, il y a une volonté de bouleversement. On regarde par exemple au XIXe siècle, qui est un siècle phare dans l'histoire de l'art, de la peinture particulièrement en France, où le mouvement par exemple de l'impressionnisme, il avait du mal à être accepté par les peintres de l'époque, par les artistes de l'époque. Et on ne comprenait pas Monet, on ne comprenait pas, etc., tous les artistes qui veulent vraiment changer la manière de faire de l'art. Et c'était pas, c'était de l'intérieur même, ils étaient peut-être mal jugés, mal évalués par les artistes eux-mêmes de l'intérieur même de la démarche artistique. Et ça fait changer l'art parce qu'ils ne voulaient pas faire l'art comme était pratiqué par à leur époque, parce qu'ils voulaient changer les règles du jeu, on peut dire.
Et ça a créé, bien sûr, une grande révolution, à la fois esthétique et même qui a pris des dimensions sociales, etc., en France au 19e siècle. Alors je me dis, est-ce que Mais, ce critère-là, est-ce qu'il ne faut pas le discuter un peu, voir un peu que… mais oui, mais on est tout à fait d'accord. Vous redites à peu près ce que j'ai dit. C'est-à-dire que les artistes eux-mêmes, dire la grande communauté des artistes du 19e, pour eux, quand l'impressionnisme est né, c'était une petite minorité marginale qui a eu du mal à être reconnue. Elle a été reconnue parce que son écho au-delà du monde de l'art a été très grand. Il y a des noms, je ne sais pas si c'est bien connu, mais un personnage qui a joué un rôle absolument capital dans l'histoire de l'impressionnisme et de sa reconnaissance, c'est Clémenceau. Clémenceau, qui était un ami proche de Monet et qui a énormément fait dans la position de pouvoir où il était pour que le travail de Monet soit reconnu, acheté, exposé, etc. Donc, ça va tout à fait dans le sens que je décris. Et alors là, il faudrait introduire peut-être une autre idée, un autre mot dont on n'a pas parlé. Enfin, moi, j'ai dû juste le citer une fois dans ce tableau, c'est le mot de critique. C'est-à-dire, il y a une critique d'art. Critique d'art, ça veut dire critique de l'art. Ça veut dire critique qui évalue, qui essaye de comprendre, de donner sens, de développer les significations de l'œuvre d'art. Et ça, c'est un phénomène qui est un phénomène de la modernité, parce que dans la tradition, ça ne se passait pas comme ça. Il n'y a pas de critique d'art au sens euh, explicite du terme au XVIIe siècle. Ça naîtra vers la fin du XVIIIe, par exemple avec les encyclopédistes, avec Diderot qui va écrire sur les salons et qui va donner une évaluation des œuvres, etc. Ça va se poursuivre avec Baudelaire. Delacroix sera compris en grande partie grâce à Baudelaire, qui va commenter, expliquer, développer. Bon, et chez les impressionnistes, tout à fait vrai. Et alors la question qui se pose à ce moment-là, c'est question non résolue, c'est qu'il me semble qu'une des euh, difficultés que rencontre la science aujourd'hui pour se partager, c'est qu'elle n'a pas réussi, ou c'est peut-être pas de sa faute d'ailleurs, mais enfin qu'il n'existe pas de critique de science au sens où je l'entends. Je ne dis pas critiquer la science, critique de la science, c'est pas bien, c'est mauvais, ça pollue, etc. Non, non, pas du tout. Critique de science qui apporterait un point de vue raisonné et distancié sur les idées, les concepts qu'amènent les scientifiques. Par exemple, prendre juste un exemple, la théorie de la relativité, elle mérite, j'ai essayé pour ma part d'y contribuer, mais elle mérite qu'on développe une dimension critique. J'expliquerai d'abord que le mot est très mal adapté, très mal choisi, que ce n'est pas du tout comme ça qu'il faudrait l'appeler, et que sa signification est assez différente de ce qu'on veut dire d'habitude. C'est-à-dire qu'une idée scientifique, au moment où elle n'est pas mûre. C'est comme un bébé. Un bébé qui naît, on ne peut pas le lâcher dans la nature. Les concepts scientifiques, voire les œuvres d'art, quand elles naissent, c'est pareil, elles ne sont pas mûres. Il faut les entourer, les soigner, les porter et les respecter pour qu'elles arrivent à être partagées et transmises. Et ça, la science contemporaine ne sait pas ou ne sait pas bien le faire. Si. Alors, oui, Azedini, je vous prie. Bonsoir à tous. Je vous remercie, Monsieur Jean-Marc. J'ai une question. Si en prenant, par exemple, la résolution d'une équation mathématique et la mise en œuvre d'un tableau de peinture, peut-on dire que le rapport entre
ces deux exercices humains prouvent la priorité de la faculté de l'imagination, en prenant en considération que l'abstraction pour le mathématicien, la représentation pour le peintre, les deux les deux font-elles une preuve que la faculté d'imagination peut être avancée relativement à la raison, par exemple. Je ne sais pas si ma question est claire ou pas. Donc, on est devant deux modes soi-disant. Le premier mode, c'est le mode de représentation pour le peintre. Le second, c'est le mode d'abstraction pour le mathématicien. Donc, les deux ont besoin de l'imagination. Et cette imagination, c'est la faculté médiatrice en termes conscients entre les deux. Sur cet énoncé-là, oui, je vous suivrai volontiers, mais je ne pense pas, parce que dans une autre phrase précédente, vous disiez, est-ce que quelque chose du genre, corrigez-moi si je me trompe, mais est-ce qu'on peut en tirer la conclusion que l'imagination précède ou l'emporte sur la raison? En quelque sorte, quand Oui, il alors là, s'agit là, non, là, je ne vous suivrai pas, dans la mesure où je ne vois pas comment on peut séparer l'une de l'autre. Que le mathématicien, d'abord le premier qui a écrit cette équation, évidemment, son imagination a été mise en branle. Ceux après lui qui vont la réécrire, la résoudre, l'utiliser, vont évidemment le faire en mobilisant leur capacité d'imagination. Et il en va de même pour le peintre. Moi, je n'arrive pas à penser, parce que pour moi, imagination et raison ne se situant pas du tout sur le même plan, je ne vois pas comment j'arriverais à privilégier l'une par rapport à l'autre. Qu'elle soit indispensable, nécessaire et présente de toute façon l'une et l'autre, soit. C'est-à-dire quelqu'un qui se contenterait, par exemple, de résoudre une équation sans se demander pourquoi il le fait, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'elle décrit, ça n'aurait aucun intérêt. Ça serait parfaitement rationnel, parce que, et d'ailleurs, une machine peut le faire. Alors, on pourrait la reprendre la vieille discussion sur les machines peuvent-elles penser. Une machine peut résoudre une équation, mais elle le fera sans aucune imagination. Et donc, ça n'aura aucun intérêt s'il n'y a pas un humain qui a posé la question au départ et des humains qui l'interpréteront le résultat à la fin. merci. Alors, votre conclusion là ne mettrait pas en cause votre réalisme scientifique de la fin de la conférence, parce que vous avez défendu un peu le réel par rapport à tout ce que nous pouvons produire comme théorie à son égard. Oui, mais c'est pas une position philosophique, c'est juste D'accord. non, c'est juste une banale constatation que le monde autour de nous est tellement plus riche, tellement plus compliqué que ce que nous pouvons en dire, que nous avons développé, c'est quand même admirable, nous avons développé des moyens de, euh, de nous approprier ce monde à la fois intellectuellement et matériellement. Nous avons développé énormément des modes scientifiques, des modes artistiques, des modes d'autres natures, mais aucun d'entre eux n'est capable de rendre compte de l'ensemble du réel. Donc, le réel, c'est à la limite, pour l'essentiel, c'est ce qu'on ne comprend pas. Il y a une partie minime sur laquelle nous avons prise, et c'est déjà absolument extraordinaire. D'accord. Dans le chat, il y a une question de Houssem. Houssem, tu peux poser directement la question. Je ne sais pas si tu m'entends, Houssem. Bon, si tu veux, je peux la lire à Jean-Marc.
Bon, j'ai pas tout à fait bien compris la question. Ma question concerne les choses qui ne sont pas belles dans la vie. Ont-elles une perspective particulière ou leur beauté scientifique est-elle formulée d'une manière que nous n'avons pas encore abordée dans notre monde? Alors, c'est la question d'un doctorant, Houssam Difawi, qui appartient à l'université à Kérouan, en Tunisie. C'est une très belle question, merci, à laquelle je n'ai pas de réponse parce que je crois que c'est une question pertinente et que effectivement, euh, il est possible, probable, souhaitable même, que certains aspects du réel et même du réel tel que la science l'examine acquièrent à tel ou tel moment une portée esthétique que nous ne soupçonnons pas. C'est possible, je n'en sais rien, mais il serait probablement pas trop difficile de trouver des exemples dans le passé, mais là, il se fait tard. Je fatigue, comme vous tous D'accord. d'ailleurs. Et, et donc, D'accord. on va laisser la question ouverte, mais merci pour la Oui, question. C'est une bonne d'accord. question. D'accord, donc je vous remercie Jean-Marc, encore une fois. Merci à tous les participants, mes collègues qui appartiennent à divers départements de philo ou ailleurs. Je leur remercie de leur participation et je leur donne rendez-vous le 12 avril avec, bon je dis le nom, avec Jacques Dubux, que vous connaissez peut-être, qui va nous parler de la négligeabilité. C'est un thème un peu assez, ou un concept assez, pour ma part, assez nouveau. La négligeabilité, donc ça sera le 12 avril. Donc je vous invite bien sûr tous, si vous voulez, à venir participer avec nous. Donc merci Jean-Marc Lévy-Leblanc et merci à tout le monde et je vous dis à très 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 bientôt, comme on dit chez nous. Salam alaikum. À bientôt. Salam. À Salam, bientôt. Salam. Et à merci à bientôt. tous pour votre Merci. attention. Merci. Merci Merci. Au et au revoir. revoir.